Bonjour à tous, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier sur l'écofiscalité ou l'adoption de nouvelles stratégies fiscales au bénéfice des citoyennes et des citoyens. Je m'appelle Martin Franqueur, je suis éditorialiste au quotidien Le Nouvelliste de Trois-Rivières et j'aurai le plaisir d'animer cet atelier en compagnie de trois ressources exceptionnelles en la matière. Pour vous faire une brève mise en contexte de la raison d'être de cet atelier, on est ici pour parler d'écofiscalité. C'est un sujet qui est encore méconnu, mais qui suscite un intérêt sans cesse croissant auprès des gouvernements de proximité qui doivent relever un double défi, participer efficacement à la lutte contre les changements climatiques et respecter la capacité de payer des contribuables. La transition vers une économie plus verte et plus socialement responsable, on le sait, ça nécessite des changements importants dans les modes de consommation et de production, dans les comportements des citoyens et aussi dans les façons de penser des élus et des gestionnaires municipaux. De plus en plus d'élus souhaitent en quelque sorte inciter les citoyens à délaisser des comportements qui produisent des effets néfastes sur l'environnement et qui engendrent aussi des coûts économiques et sociaux importants. Et ils veulent favoriser des comportements qui réduisent au minimum l'empreinte écologique et qui protègent finalement l'environnement. Tout cela survient dans un contexte où la pression financière est de plus en plus forte sur les municipalités et où les sources de revenus, on le sait, sont toujours très limitées. On se souvient évidemment des difficultés liées à l'assiette fiscale basée sur la taxation foncière. Donc, c'est toujours difficile d'aller chercher de nouveaux revenus. Mais qu'il s'agisse d'actions visant la réduction des gaz à effet de serre, l'élimination des matières résiduelles ou encore la protection de l'eau, les mesures écofiscales sont nombreuses et leur acceptabilité sociale s'accroît considérablement lorsqu'elles sont bien comprises. C'est de tout cela dont il sera question avec nos panélistes. Et je vous les présente. Tout d'abord, Luc Godbout. Luc est professeur titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke. Bienvenue, Luc Godbout. Je vous présente également Fanny Tremblay-Racicot. Elle est professeure adjointe en administration municipale et régionale à l'École nationale d'administration publique. Elle est également directrice associée du Centre de recherche sur la gouvernance. Bienvenue, Fanny. Merci. Et bonjour. enfin, Jean-Philippe Meloche. Il est professeur agrégé à la Faculté de l'aménagement de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Bienvenue et merci, Jean-Philippe, d'être là. Bonjour. Nous allons débuter, si vous le voulez bien, pour mettre la table, pour bien se situer par rapport à l'écofiscalité, histoire que tout le monde parte avec la même base d'informations. Faire appel à nul autre que Luc Godbout là-dessus. Et il est important, Luc, de savoir un peu ce dont il est question quand on parle d'écofiscalité. De quoi parle-t-on exactement? Donc, on va essayer de donner une espèce de cadre de référence. Alors, pour ça, ça nous prend la présentation que je ne vois pas. Bon, ouais, la voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir? Alors, Voilà. voici. Alors, en gros, de quoi on parle? Quand on parle d'écotaxe puis d'écofiscalité, on parle de prélèvements assez larges qui sont assis, dans le fond, sur les émissions ou les matières polluantes. Et ce qu'on vise principalement, c'est d'avoir un effet positif sur l'environnement en essayant de modifier le comportement des agents économiques. Donc, on cherche à corriger les signaux de prix, donc d'internaliser les coûts de la pollution dans les prix. Et c'est pour ça qu'on rentre avec des notions d'utilisateur-payeur ou bien encore de pollueur-payeur. Puis, on peut le faire aussi d'une autre façon en encourageant, dans le fond, des bonnes pratiques éco-responsables par de la fiscalité qui serait, dans ce cas-là, un peu plus négative, donc en baissant le prix de certains éléments. Puis moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est une espèce de logique économique là-dedans. Ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre accessibles des actions qui sont désirables, donc baisser le prix de ce qui est désirable et d'augmenter le prix de ce qui est indésirable. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on cherche à faire. Puis un dernier point, ça serait de dire, c'est différent de la réglementation. La réglementation, on interdit des choses. Là, avec l'écofiscalité, on cherche à modifier le comportement des gens en laissant les choses possibles. Donc, en gros, c'est de quoi on parle. Et comment se matérialise l'écofiscalité au Québec? Bien, l'écofiscalité au Québec, ça se matérialise beaucoup
par des taxes sur les transports et sur l'énergie. Donc, on a divisé en 4. Là, il s'est prélevé 7 milliards d'éco-fiscalité au Québec. Et la part du lion, là, c'est 86 % ça va à tout ce qui est réduction des gaz à effet de serre. Vous voyez du côté de la gestion des matières résiduelles, là, la gestion des déchets, on est à 5 % d'éco-fiscalité. Puis si on s'en va dans la protection de l'eau, on est à la moitié de 1 %. Donc, c'est à peu près rien. Donc, on voit vraiment où c'est concentré. Taxe sur l'essence, autrement dit. Essentiellement. Hein? Ouais. Quelle forme va prendre l'éco-fiscalité, disons, chez nous, au Québec? Bien, ça peut prendre différentes formes. L'éco-fiscalité, c'est évidemment taxe et surtaxe sur l'essence, à titre d'exemple. À l'inverse, comme je disais, crédit, exonération, donc baisser le prix de certains éléments, de ne pas percevoir la TPS, la TVQ, donner des crédits ou des subventions de type fiscal pour, par exemple, des voitures électriques, ça serait une autre catégorie. Des droits ou des tarifs, donc augmenter des droits d'immatriculation, des permis, des consignes, la redevance. C'est assez vaste ce qui peut être fait, toujours dans le but de modifier les comportements. En matière d'éco-fiscalité, comment se compare un petit peu le recours des Québécois face à ces mesures-là par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde? Je vous ai parlé déjà du 7 milliards. Donc, le 7 milliards, c'est-tu beaucoup, c'est-tu pas beaucoup? Donc, on prend le chiffre puis on le divise par l'économie québécoise, le PIB, puis on essaie de se comparer. Bien, c'est bien moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Il y a beaucoup de pays qui recourent plus à l'éco-fiscalité. Puis en fait, là, on le voit, on est à gauche, là, puis qu'est-ce qui reste à côté de nous? Bien, c'est les États-Unis, c'est le Mexique, mais c'est nos partenaires. Tu sais, le Canada, c'est nos partenaires de l'accord nord-américain de libre-échange. Donc, on n'est pas très utilisateur de l'éco-fiscalité, il faut le reconnaître, en Amérique du Nord. Donc, j'imagine que l'avenir est peut-être aux mesures éco-fiscales. Comment on fait pour instaurer l'éco-fiscalité quand on est dans le bas de la liste comme ça? Bien, on peut y aller directement dans le budget puis dire on fait des changements, puis on ajoute des mesures éco-fiscales, on augmente des taxes. Mais au Québec, on a commencé à dire on y va pour sensibiliser. Parce qu'on a pris la loi sur le développement durable, la stratégie de développement durable. Puis là, on a dit quelles sont les actions pour modifier le comportement. Puis là, on le voit, tu sais, dans cette loi-là, on avait 8 actions qui ont été déployées. Il y a 7 qui étaient incitatives, puis une qui était punitive. Donc, on aime mieux y aller avec la carotte que le bâton jusqu'à maintenant. Puis dans le chantier sur le financement de la mobilité durable, bien là, on essayait de dire, bien, si les voitures sont de plus en plus électriques, on va avoir moins de taxes sur l'essence. Comment on va trouver le financement pour la tarification routière? Donc, ils sont en réflexion. Donc, c'est des réflexions pour beaucoup, là. Et quand on réfléchit justement à ça, on se rend compte qu'il peut y avoir des obstacles à la mise en place de mesures éco-fiscales. Quels peuvent être ces obstacles? Bien, je pourrais vous en nommer plusieurs. Il y en a 2. Le plus principal, l'acceptabilité sociale. Si on veut que ça marche, il faut que le monde embarque dans le deal. On va y revenir d'ailleurs. C'est ça, je suis sûr. Donc, il y a des embûches à l'acceptabilité sociale. Il faut que, par exemple, si c'est un problème de long terme, puis là, on veut prendre des actions immédiates, les gens ne voient pas tout le temps le maillage entre le long terme et les actions qui sont prises maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont en milieu urbain. Fait que si la problématique qu'on veut résoudre, par exemple, l'érosion des berges, ils se sentent moins concernés par ça. C'est des éléments comme ça en matière d'acceptabilité sociale. Puis souvent, on a tendance à mettre des freins pour dire, OK, mais il faut faire attention. Là, il y a des gens qui vont être pénalisés. Oui, il y a des gens qui vont être pénalisés, mais il faut changer les comportements. Puis on peut pallier certains éléments pour dépénaliser les gens, là, donc trouver des alternatives à ça. En gros, c'est ça. C'est comment faire pour que les gens, ça rentre dans la valeur de la société, l'éco-fiscalité. Et pour ça, les gens doivent se demander, avec raison, est-ce que ça donne des résultats? C'est quoi les résultats de l'éco-fiscalité? Bien, ailleurs dans le monde, j'ai élargi un peu, j'ai essayé de voir ailleurs dans le monde où l'éco-fiscalité, ça marche. En Irlande, ils ont mis des taxes sur les sacs de plastique. La pollution associée aux sacs de plastique est passée de 5 % du total de la pollution à 1,5 de 1 %. Bon. Donc, ça marche. Et ça commence à se parler beaucoup chez nous aussi. Aussi. Puis là, la taxe sur les enfouissements de déchets au Royaume-Uni, ça fait 20 ans, là, 25 ans. Ils sont passés de 50 millions de tonnes à 12 millions de tonnes. Ils ont réduit, sur un horizon de 20 ans, la quantité de déchets. Nous, tantôt, on va voir, on ne réduit pas notre quantité de déchets ici. Fait qu'il y a un défi là. Donc, c'est des exemples. Les pays scandinaves aussi, la Suède, la Finlande. Qui ont mis des politiques, puis ont réussi à réduire, par exemple, les émissions d'oxyde d'azote. Ils ont réussi à réduire fortement. Puis au Québec, on a le système de plafonnement et d'enregistrement des droits d'émission. Donc, et ça, pour le moment, ça va donner des résultats plus tard. Quand les prix vont augmenter, ça va donner des résultats. C'est un outil qui est puissant.
qui n'est pas encore à sa pleine capacité d'action. Est-ce qu'on fait assez d'écofiscalité, par exemple, en matière de gaz à effet de serre? Bien, si on en fait assez, il faudrait voir si nos résultats suivent les actions qu'on pose. Et là, on voit ici, sur ce graphique-là, qui est petit, là, mais depuis 1990, on dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bien, au Québec, on les a réduits, mais très, très peu de 1990 à 2018. Donc, on est loin d'atteindre nos cibles. Ça veut dire qu'il va falloir en faire plus. Le plan pour l'économie verte du gouvernement, c'est en rouge. On voit que ça va réduire plus que par le passé, mais c'est insuffisant pour atteindre notre cible. Puis quand on va arriver en 2030, il va falloir donc poser d'autres actions pour y arriver. Puis si on veut se rendre à la carboneutralité en 2050, bien là, vous voyez tout le chemin qu'on a à faire. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler, mais ça se peut qu'il va falloir que ça soit un peu plus musclé. Rapidement, en matière de gestion des matières résiduelles? Bien là, comme on avait commencé à le dire avec le Royaume-Uni, eux, ils ont réussi à réduire leurs tonnes de déchets. Nous, ici, c'est en augmentation au Québec. On est la province que ça a le plus augmenté dans un pays qui a le plus de déchets. Donc, ça va pas bien. Donc là, je pense, c'est au monde municipal, justement, d'essayer de trouver des solutions avec de l'écofiscalité, changer les mesures, la façon de faire pour que les gens réduisent ou qu'il y ait un prix aux déchets qu'on amène au chemin à chaque semaine. Est-ce qu'on peut faire plus d'écofiscalité sans alourdir le fardeau fiscal? On peut. Ça s'appelle une réforme à coût neutre. Ça veut dire qu'on augmente l'écofiscalité, mais on promet aux gens qu'en échange, on va baisser d'autres choses. La Colombie-Britannique l'a fait. Ils ont dit, voici, on va mettre une taxe sur le carbone, ça va vous coûter tant d'ici 3-4 ans. En échange, on baisse votre impôt sur le revenu. On vous donne même des crédits pour compenser les plus démunis. Ça a marché. Donc, s'ils sont capables de le faire, d'autres pays l'ont fait aussi. On devrait être capable de faire de même. Je me garde les caractéristiques d'une mesure efficace pour la discussion tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement, Luc, de tout ça? Bien, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dans le fond, c'est un outil puissant. L'écofiscalité, ça peut modifier les habitudes des citoyens et des entreprises. Il faut garder en tête qu'il y a une logique économique sous-jacente. Rendre plus cher ce qu'on ne veut pas que le monde fasse, ça va marcher. Puis même, je dirais un dernier point, là, en terminant, sur la COVID, c'est une occasion de repenser toute la mobilité. Donc, profitons-en. C'est une occasion. La table est mise. Je pense que ça nous brosse un bon portrait de ce qu'est l'écofiscalité. J'enchaînerai avec Fanny Tremblay-Racicot pour peut-être, Fanny, qu'on se penche sur les pouvoirs à disposition des municipalités ou des villes qui pourraient, par exemple, actuellement, dans le cas du Québec, quels sont ces pouvoirs? Oui, absolument. Donc, il s'en est passé des choses depuis 2019, depuis les dernières assises au Centre des congrès de Québec. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais à cette époque-là, nous, à l'ENAP, on était en train de travailler sur une étude qui essayait d'évaluer dans quelle mesure les nouveaux pouvoirs des municipalités qui leur ont été octroyés en vertu du PL 122, donc le pouvoir général de taxation et le pouvoir de prélever des redevances réglementaires, comment ces nouveaux pouvoirs-là peuvent être utilisés au bénéfice de la transition énergétique. Donc, on en était là en 2019. Et là, si je peux avoir accès à ma présentation, je vais pouvoir présenter. Donc, si on fait un bref sommaire de ces nouveaux pouvoirs-là, il faut dire qu'en 2016, les municipalités ont eu le droit de prélever des redevances de développement. En 2018, pouvoir général de taxation, pouvoir de prélever des redevances réglementaires. 3 choses à retenir sur ces nouveaux pouvoirs-là. La différence entre les ententes avec les promoteurs immobiliers et les redevances de développement. Les ententes avec les promoteurs servent pour que le promoteur paie les infrastructures qui sont nécessaires au développement, donc les routes, les lampadaires, les réseaux d'aqueducs et d'égouts, alors que les redevances de développement, ça sert à défrayer les coûts qui sont rendus nécessaires par le nouveau développement. Par exemple, on a un nouveau développement, on doit agrandir la caserne de pompiers, on va prélever une redevance de développement. Donc ça, c'est la distinction entente et redevance de développement. Ensuite, pouvoir général de taxation, c'est toute taxe directe. 2 exclusions, l'État et ses mandataires. Donc, on ne peut pas tarifer le gouvernement provincial, les hôpitaux, les écoles. Non. Et on ne peut pas non plus prélever de choses sur ce qui est déjà taxé par le gouvernement. Donc, on ne peut pas ajouter, par exemple, une taxe sur le tabac, par exemple. Voilà. Redevance réglementaire, il y a 2 objectifs. Soit financer un régime réglementaire, donc services, programmes,
infrastructure qui est rendue nécessaire par certains individus, donc les bénéficiaires ou ceux qui causent la nécessité du régime. Pour ce qui est des exclusions, c'est les mêmes que le pouvoir général de taxation, sauf qu'on a le droit de prélever une redevance réglementaire sur une entreprise sur le territoire. Parfait. Donc ça, c'est les pouvoirs qui sont à la disposition des municipalités en ce moment. On disait en introduction que ça devait être un outil au bénéfice des citoyens. Comment ça peut Bien, l'être? il y a plusieurs façons, là. Donc, soit une mesure, si je recule, pardon, on peut utiliser ces nouveaux pouvoirs-là de manière incitative ou de manière dissuasive, comme Luc le disait. On peut aussi s'en servir pour diversifier les sources de revenus selon le principe d'utilisateur-payeur. Dans le cas de la redevance de développement, ça permet d'internaliser au coût des résidences le coût réel du développement. Aussi, ça permet une meilleure équité territoriale dans le sens où c'est la croissance qui paie pour la croissance. Donc, sur le territoire d'une municipalité, les résidents actuels ne paieront pas pour les frais encourus engendrés par le nouveau développement, par exemple. Et en ce sens-là, ça permet une meilleure gestion des actifs et de contrôler le ratio d'endettement des municipalités. Donc, ça, c'est les gros avantages des redevances et des pouvoirs dont disposent les municipalités. Et comment les municipalités, justement, peuvent utiliser ces outils-là? Donnez-nous des exemples. D'applications concrètes, là. Absolument. Ça va vous permettre de mieux comprendre ces nouveaux pouvoirs-là. Du point de vue du financement des infrastructures de transport, hormis ceux qui ont été mentionnés par Luc, là, la taxe sur l'essence et les droits d'immatriculation, il y en a deux principalement au Québec qui sont utilisés, la redevance de transport et la taxe sur les espaces de stationnement. La redevance de transport est utilisée dans le cas du REM. Donc, on va prélever là, 1 kilomètre autour des stations. Pour les grands promoteurs immobiliers, doivent payer une redevance de transport pour payer une partie du REM. Donc, on va chercher jusqu'à 600 millions de dollars. Dans les 8 premiers mois, on est allé chercher 23 millions de dollars pour la redevance de transport, dans le cas du REM. À Vancouver, dans le cas de TransLink, eux, ils ont une redevance de transport, mais pour l'ensemble du territoire desservi par TransLink. Donc, le taux de la redevance est plus faible, mais on va chercher un 20 millions de dollars par année. Donc, ça, c'est pour les redevances de transport. À Montréal, il y a la taxe sur le stationnement. 3 zones qui sont toutes desservies par les transports collectifs. Le taux varie en fonction si c'est un stationnement extérieur ou si c'est un stationnement intérieur. Donc, c'est plus élevé pour les stationnements extérieurs. On est allé chercher depuis 2010, parce que la Ville de Montréal avait le pouvoir général de taxation. Donc, on est allé chercher là, environ 25 millions de dollars par année avec la taxe sur les stationnements. Ouais. Donc, ça, c'est pour les transports. Ensuite, pour l'aménagement et l'urbanisme, la densification, les aménagements durables et aussi une meilleure gestion des actifs, là, il y a la redevance de développement. Ça, c'est méconnu encore. Oui, il y a beaucoup de foisonnement là, au niveau de la redevance de développement. On a maintenant 4 municipalités qui en ont, Saint-Colomban, Prévost, Carignan et Bromont. Donc, les infrastructures qui sont payées par la redevance de développement dans ces 4 municipalités-là, ça varie. Il y a des municipalités qui vont financer le garage municipal, la voirie, les infrastructures d'eau potable, d'eau usée, bibliothèques, infrastructures sportives, donc ça va varier. Puis au niveau des contributions aussi, ça va varier. Parfois, c'est par unité, parfois, c'est par zone, parfois, c'est par type de développement. Donc là, ça varie aussi. Ça peut être utilisé de manière éco-fiscale, mais c'est un couteau à double tranchant, parce que si une municipalité se grêle en route, bien, c'est pas de l'éco-fiscalité. Non. Mais ça demeure un bon outil de gestion des actifs, et la redevance de développement. De générer des nouveaux revenus. Absolument, aussi. Absolument. Ensuite, en 2019, il y a Sébastien Roy, DG de Varennes, qui a présenté la taxe du bois sur le coefficient d'occupation du sol. Donc, il y a aussi Victoriaville qui en a adopté une. Donc, on va prélever là, une taxe sur les bâtiments qui n'atteignent pas un coefficient d'occupation du sol moyen pour cette catégorie-là. Parce qu'on veut récupérer des taxes sur des bouts de terrain inutilisés ou non rentables? Exactement. On vient capter là, ce qui est pas payé par le développeur, par le propriétaire, et ça sert aussi à la densification. Dans le cas de Varennes, on va chercher 20 des revenus qui échappent à la ville. Dans le cas de Victoriaville, c'est 50 Donc, si on regarde là, pour un exemple, là, ce type de bâtiment-là qui a un coefficient d'occupation du sol de 2 on vient chercher 4 000 à Varennes, on irait chercher 10 000 à Victoriaville. Donc, ça, c'est la taxe sur le coefficient d'occupation du sol et ça résout un problème dans ces secteurs-là. Il faut voir ça comme ça. Maintenant,
4 autres exemples Oui. pour terminer. D'autres objectifs environnementaux qui peuvent être atteints avec ces nouveaux pouvoirs-là. Il y a un exemple sur les émissions de GES, un exemple sur les contenants et produits à usage unique, un exemple sur les matières résiduelles et un dernier exemple sur les surfaces imperméables qui est utilisé en Ontario. Les villes québécoises pourraient le faire, mais elles ne le font pas. Pas encore, en tout cas. Pas encore, Parce que mais c'est super intéressant. Les 3 autres, ça commence aussi. Il y a des municipalités qui agissent, mais en matière de surface imperméable, là, moi, je n'ai rien vu encore. Moi non plus. Vous me le direz si vous le voyez, vous m'avertirez. Donc, pour les émissions de GES, il y a Laval qui a une compensation pour les émissions de GES. Donc, tout nouveau développement ou un requérant de permis de branchement doit payer une compensation en fonction de la superficie du terrain pour compenser les émissions dues à la construction. Et ça sert à financer, dans le fond, 3 programmes, vélo électrique, collecte d'appareils réfrigérants, changement de chauffage au mazout. Ça, c'est à Laval. Ensuite, Prévost, il vient d'adopter une redevance sur les contenants et produits à usage unique et ils vont financer un fonds pour la consommation responsable avec ces revenus-là. Ça, c'est tout le styromousse, là, les municipalités qui interviennent dans cette matière-là. Ils vont interdire les pailles. Il y a aussi des interdictions avec qui vient avec ce nouveau pouvoir-là. Maintenant, vous connaissez tous le cas de Beaconsfield. Le Beaconsfield, c'est à la levée supplémentaire. Donc, il y a une tarification fixe et une tarification variable en fonction de la levée. Ça permet de diminuer la quantité de matière résiduelle qui est à traiter et ça permet aussi de diminuer le nombre de camions pour la collecte. Fait que tu as une diminution aussi de coûts de transport qui est associé à la gestion des matières résiduelles. Finalement, tarification variable sur l'écoulement des eaux de pluie. Donc, on vient taxer les surfaces imperméables et il y a des incitatifs pour que ce soit aussi... Il y a des programmes pour que les propriétaires rendent perméables leur surface. C'est extrêmement On vient chercher... À Mississauga, ils vont chercher 43 millions de dollars par année là, avec cette tarification variable-là. Et finalement, dans les cas où il y a du succès, il y a des difficultés, mais il y a aussi des recettes, là, une recette à succès pour l'application de ces redevances-là. L'imposition graduelle, pour que les gens aient le temps de s'adapter. Les exemptions pour les plus petits commerçants, par exemple, ou pour les plus petits promoteurs. Donc, il y a des seuils à partir desquels on prélève la redevance. Des compensations pour éviter les effets pervers. Certaines modulations par zone. Enfin, lorsque ça va dans un fonds dédié, c'est plus acceptable que lorsque ça va dans le fonds consolidé de la municipalité. Donc, il y a des solutions à différents problèmes et finalement, il faut persévérer parce que l'acceptabilité sociale remonte au fur et à mesure que les gens y voient que ça a un impact positif là, voilà. Sur eux et, en tant que contribuables et citoyens. Là. Mais il y a tout un travail de communication à faire et des consultations en amont. On n'arrive pas avec des gros sabots en matière d'écofiscalité pour imposer des choses. Il faut que la population soit dans le coup. Hein? Le message de communication est très important, effectivement. On va reparler de l'acceptabilité sociale, mais d'abord, j'aimerais ça entendre Jean-Philippe sur cette question-là, sur les obstacles dans la mise en œuvre de mesures écofiscales. Jean-Philippe, vous vous êtes intéressé à la question comment la population perçoit-elle des mesures d'écofiscalité? En fait, d'entrée de jeu, on l'a un peu mentionné, mais il y a 3 principaux écueils quand vient le temps de la mise en œuvre. Le premier de ces écueils-là, c'est en fait l'effet de redistribution. Les gens paient déjà des impôts pour financer les services publics, puis quand on change la forme fiscale, on fait des gagnants et des perdants. Et les perdants, habituellement, sont ceux qui sont le plus capables de s'auto-identifier, de se regrouper et de se structurer pour contester les politiques qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait que ça existe, puis il faut être capable de passer par-dessus. Ensuite, si on pouvait amener la présentation, ça m'aiderait. On va y arriver entre-temps. Ensuite, il faut comprendre aussi que les mesures d'écofiscalité, c'est un peu plus complexe à mettre en place que des mesures de fiscalité ordinaire. Donc, souvent, il va y avoir un coût de gestion qui va venir avec ça. Pourquoi? Les impôts généraux, comme les impôts sur le revenu, sur la consommation ou même l'impôt foncier, quand on paye $1 d'impôt, il y a un frais de gestion qui va avec ça. Puis souvent, c'est de l'ordre de 1, 2, 3 %. Donc, c'est un très faible pourcentage. Quand on arrive et on a besoin d'avoir des mesures techniques de polluants ou d'avoir des mesures de flux, par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la tarification routière. Je vais en parler beaucoup tantôt. Quand on est dans la tarification routière, là, il faut aller mesurer les flux
flux, il faut voir qui a... Donc, tout ce frais de gestion-là fait en sorte qu'au final, c'est plus juste 1, 2 ou 3 on est plus dans l'ordre de 10 de frais de gestion. Et là, bien, les gestionnaires municipaux, des fois, trouvent que c'est un peu difficile à faire passer parce qu'il faut absorber ce frais de gestion-là. Et le dernier élément, qui est celui de la complexité, c'est d'être capable d'expliquer aux citoyens ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ils payent au juste? Parce que le citoyen va souvent dire, oui, mais j'ai déjà payé mes routes. J'ai déjà payé le camion pour venir chercher les ordures, donc pourquoi je repaye une deuxième fois quand ils passent? Donc, l'idée, c'est de leur faire comprendre à quoi la tarification est associée, et ça, c'est un enjeu de communication. Puis pour revenir à la question que vous me posiez tantôt, c'est-à-dire, comment les citoyens perçoivent ça, l'écofiscalité? Je donne 4 exemples sur la diapo qui est ici, de sondages qui ont été faits. Puis le premier, en haut à gauche, là, qui est la CMM, la question qui avait été posée aux gens, c'est quel mode de financement voulez-vous utiliser pour financer le transport en commun? Okay? Donc, c'est une question qui était d'ordre très général. Puis on voit qu'en premier, là, la taxe de vente provinciale, quelque chose qui est très général, ça va chercher une adhésion. Taxe sur les stationnements, ça serait de l'écofiscalité. On voit que c'est quand même pas trop mal. Mais après, quand on rentre dans la tarification routière ou même taxe sur les carburants, ce qui existe déjà, là, on voit qu'on a une minorité de gens qui veulent recourir à ces modes de taxation-là qui sont beaucoup plus proches de l'écofiscalité. Ce que vous avez en haut à droite aux États-Unis, on est très préoccupé par le fait que les voitures électriques cessent de payer des taxes sur les carburants et qu'éventuellement, le système de financement des routes va être mis à mal. Donc, on veut transférer vers de la tarification routière, mais on voit qu'il y a 21 de la population qui est prêt à faire ce transfert-là. Le fait qu'il y ait peu de voitures électriques explique peut-être aussi le faible appui. En bas à gauche, vous avez Édimbourg. Édimbourg voulait faire comme Londres, mettre un péage de congestion sur son centre-ville pour l'accès au centre-ville, mais ils ont eu la mauvaise idée de faire un référendum avant de mettre la mesure en place. Les Écossais et les référendums... 75 des gens ont dit non, le projet est mort, il n'y a plus personne qui veut le récupérer. À Stockholm, en Suède, ils ont été un peu plus astucieux, c'est-à-dire qu'eux ont mis en place le péage d'abord, et ils sont ensuite allés consulter la population, savoir s'ils voulaient l'enlever. Donc, la consultation n'était pas dans le même sens. Et les gens de la ville de Stockholm, à 51 ont appuyé le péage. Ce qu'on ne dit pas dans l'histoire, c'est que les gens de la périphérie de Stockholm, ceux qui payent le péage, eux étaient à 40 pour le péage. Donc, il y avait une majorité de gens, même à l'extérieur. Donc, même dans des systèmes où ça fonctionne bien, il y a toujours une opposition populaire à ce genre de politique-là. On peut donc apprendre de ce qui se fait à l'étranger. Hein? On peut se servir des expériences menées là-bas pour voir si ça peut se transposer ici. Bien, il y a plein d'exemples de succès et d'échecs. Je présente ici sur la diapo 5 exemples. Je pourrais commencer avec ceux qui sont situés à droite, là, ceux qui ont échoué. Les Pays-Bas, c'est un très bon exemple. Encore là, c'est la tarification routière. Au début des années 2000, les Pays-Bas étaient les plus avancés dans la pensée et dans les technologies liées à la tarification routière. Ils voulaient passer en tarification kilométrique. Ils ont dépensé des sommes d'argent pour mettre au point les technologies, pour adopter les lois et tout. Mais ils l'ont fait dans un discours entre le politique et les experts. Et là, plus la date d'adoption approchait, bien, plus les journaux ont commencé à faire circuler des sondages populaires. Et là, on a vu que l'appui populaire était très faible pour ce genre de politique-là. Et là, c'est des coalitions de pouvoir. Et il y avait des écologistes et des non-écologistes dans les coalitions. Et là, les coalitions ont éclaté, sont parties en élection. Et après ça, pouf, puis jamais personne n'a voulu toucher à ça. En France, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre ce qu'on appelait l'écotaxe, mais en fait, c'est une taxation sur le transport de marchandises. Mais en France, il faut savoir que les autoroutes sont déjà payantes. Donc, quand on voulait ajouter de la tarification, c'était sur les routes non payantes. Et les routes non payantes sont surtout utilisées par des camions français, non pas par des camions étrangers, alors que les routes payantes sont utilisées beaucoup par les camions étrangers. Donc, on a vraiment senti que c'était une taxe inégale pour l'industrie locale. Donc, l'industrie locale n'était pas derrière le projet. Ils se sont mobilisés, les bérets rouges, les Bretons, tout ça, ils ont cassé tout le système. Et comme il y a eu un changement de gouvernement, parce que c'est le gouvernement Sarkozy à l'époque qui avait proposé la mesure, donc, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, ils ont vu que la chicane était prise, ils ont dit « nous, on ne retouche plus à ça », puis on renvoyait ça. Chaude. Donc, ça n'a pas fonctionné dans ces deux cas-là. Par contre, les exemples qui sont à gauche, l'Oregon, l'Allemagne et la Norvège sont des exemples. En Oregon, il faut faire attention. Ils sont en migration vers une taxe kilométrique, mais la taxe n'est pas mise en place. Pour l'instant, les politiciens, les experts se sont entendus, les technologies sont développées, le système légal est mis en place, mais eux, ils attendent que les voitures électriques deviennent suffisamment importantes sur le marché pour que les gens qui payent des taxes sur l'essence se rebellent et disent « c'est injuste, nous sommes les seuls à payer les routes ».
Et là, à ce moment-là, il y aura un appui populaire qui va rentrer dans le jeu et ils pourront l'insérer. Eux ont un horizon 2026. Même s'ils sont prêts aujourd'hui, ils sont encore sur un horizon qui est quand même assez loin dans le futur. En Allemagne, c'est que les gros camions qui sont tarifés. Et les gros camions sont tarifés en Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne étant au centre de l'Europe, beaucoup de camions traversaient. Et l'industrie du camionnage de l'Allemagne avait dit, nous, on se sent, en termes de compétition, désavantagés par rapport aux autres camions. Donc, l'industrie locale est venue en appui à la mise en place de ça. Et en Norvège, bien, c'est la géographie qui est venue appuyer tout ça. La Norvège a des fjords, beaucoup d'eau à traverser, beaucoup de tunnels à construire. Et à chaque fois qu'on a construit des ponts ou des tunnels, c'était pour améliorer de beaucoup l'offre routière. Et les Norvégiens ont toujours été prêts à payer pour ça. Et là, bien, plus on a construit ce système, plus c'est devenu systématique dans toute transformation du système routier. Les péages se sont implantés jusqu'à ce que les gens disent dans les villes, oui, mais nous, on fait des modifications sur les aires urbaines, mais ce n'est pas des interventions ciblées où on pourrait mettre un péage. Donc, ils ont commencé à mettre des péages urbains un peu partout. Et je vous dirais que ce n'est pas que les Norvégiens adorent les péages, mais ils y sont résignés parce que pour eux, c'est comme si c'était systématiquement la façon de faire. Oui, puis il y a un niveau de conscience sociale ou environnementale peut-être un peu plus élevé qui explique ça aussi. De manière générale, l'écofiscalité en Norvège est beaucoup plus développée que ce que nous, on peut avoir chez nous. Ça fait partie des leçons qu'on peut tirer de ça, là? Bien, si on avait quelques leçons à tirer, d'abord, la pression écologique ne va pas s'en aller demain matin. Elle va continuer à être là et les technologies vont s'améliorer. Donc, le fameux coût de gestion risque de baisser, la pression politique risque de monter. Donc, on va continuer d'en parler dans le futur, ça ne va pas disparaître. Il faut juste avoir conscience que les délais d'implantation de ces méthodes-là sont très longs. Il faut commencer à en parler aujourd'hui pour dans 10 ans ce qu'on va être capable d'implanter. Il faut prendre son temps. Quand je vous dis, en Oregon, là, ils sont dans des projets pilotes depuis le début des années 2000. Ça fait près de 20 ans qu'ils sont en projet pilote pour être capable vraiment de travailler ça doucement. Et là, quand je dis projet pilote, ça, c'est une autre clé de succès, c'est-à-dire de montrer les bénéfices. Il faut que les gens soient capables d'y goûter. À Stockholm, ils ont dit, voici les bénéfices du péage. Si vous voulez, on l'enlève. Les gens ont dit non, gardez-le, on les a vus, les bénéfices. Donc ça, c'est important d'y aller graduellement. Et finalement, la fameuse redistribution, les compensations, tantôt Luc en parlait, quand on introduit l'écofiscalité, il faut redonner quelque chose à ceux qui perdent. Il faut que ça vienne remplacer quelque chose. Il ne faut pas qu'on ait dans la tête qu'on va faire plus d'argent. Les municipalités ne vont pas remplir les coffres avec l'écofiscalité. Ils vont juste changer la manière de remplir les coffres. Et ça, il faut que les gens soient conscients de ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je pense que ça met la table. J'ai envie maintenant de vous entendre parce que, bon, vous avez fait chacun votre présentation. On a parlé, bon, à une époque où on parle encore de la désuétude de notre modèle de taxation foncière comme source principale de revenus dans le monde municipal. Dans quelle mesure les recettes de l'écofiscalité pourraient venir réduire le poids de l'impôt foncier comme source de financement dans les municipalités? Je pense que les gens qui nous écoutent, là, c'est surtout ça qu'ils veulent voir. Là, vous avez abordé la question des bénéfices, mais comment ça peut leur être utile? Et n'hésitez pas là, à vous répondre entre vous. On est dans la période d'échange. Qui veut commencer là-dessus, peut-être? Bien, je pense que si je peux commencer, les revenus de taxes foncières s'en iront pas du jour au lendemain. Là. De toute façon, les municipalités sont prises avec les revenus de taxes foncières. Je pense que les revenus provenant de l'écofiscalité peuvent diversifier les sources de financement des municipalités et avoir une meilleure gestion de nos actifs. Le gouvernement du Québec, il n'y aura pas de renouvellement du pacte fiscal avant quelques années. Donc, en attendant qu'au lieu d'attendre les transferts du gouvernement provincial, je pense qu'on peut utiliser au maximum les outils qui sont à notre disposition en fonction de notre capacité et des problèmes auxquels on fait face dans chacune des municipalités. Puis il faut faire attention parce qu'il y a certaines municipalités américaines où ils ont accès à des revenus de taxes de vente qui sont générés sur leur territoire. Puis ces municipalités-là sont vraiment incitées à faire du développement commercial. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on demande parce que c'est les effets pervers, c'est ça, exactement. Quelqu'un d'autre là-dessus? Mais si je peux rebondir avec mes exemples de tarification routière, souvent les municipalités vont dire oui, mais nous, la tarification routière, on n'y a pas accès. Les routes traversent notre territoire, c'est trop large. Souvent, c'est les gouvernements, quand j'ai parlé de l'Oregon, de la Norvège, c'est les gouvernements de paliers supérieurs qui mettent en place ces tarifications-là. Mais il faut avoir conscience qu'au Québec, les routes, à l'heure actuelle, qui sont des routes provinciales, sont financées par la taxe sur l'essence et les immatriculations en très grande partie. Donc, c'est une tarification indirecte.
toutes les routes locales, et on a plus de 50 de nos routes au Québec qui sont des routes sous la juridiction des municipalités, sont financées par l'impôt foncier. Donc, en quelque part, l'idée, c'est que les municipalités représentent un groupe politique fort. Donc, si on migre vers une tarification routière, par exemple une tarification kilométrique, on est capable de tarifer l'ensemble du réseau, pas que les autoroutes, on peut tarifer aussi le réseau local. Et à ce moment-là, il peut y avoir une redistribution vers les municipalités. C'est-à-dire que vous avez un réseau routier qui est utilisé, on peut le tarifer, puis vous renvoyez ces recettes-là. Donc, l'idée ici, c'est de faire une pression pour que le gouvernement du Québec, qui a entre ses mains la plupart des leviers pour l'écofiscalité, pour que lui tire sur les leviers, mette en place les bonnes politiques et après, qu'on soit capable de redistribuer cette richesse-là pour que les routes locales ne soient plus à 100 financées par l'impôt foncier, mais qu'ils soient financées par des impôts qui sont tirés à même les automobilistes qui circulent sur ces routes-là. Ça doit sonner comme de la musique aux oreilles des maires et des conseillers municipaux? Bien, peut-être, parce que si on pense que c'est effectivement le gouvernement du Québec qui met tout en œuvre, c'est eux qui supportent un peu, mais si on vient dans le monde municipal directement, ouais. L'écofiscalité pour les déchets, là, c'est pas le gouvernement du Québec qui va agir, c'est aux municipalités à exact. le faire. Puis là, tantôt, on disait une réforme à coût neutre, une réforme à coût nul. Ça veut dire, c'est ça, ça veut dire que si on arrive à aller chercher 1 million en impôt de déchets, mais un bon impôt de déchets, une bonne taxe de déchets qui va modifier le comportement, qui va être fonction de la quantité de déchets que vous apportez au chemin, bien là, ça veut dire que c'est 1 million que vous avez moins de besoin de l'autre côté. Vous allez pouvoir baisser l'impôt foncier. Ça ne sera pas magique, là. Vous allez rester des grands utilisateurs de l'impôt foncier, mais vous allez réduire tranquillement, comme Vanny disait, la dépendance, entre guillemets, à l'impôt foncier. Et c'est ça, j'imagine, le message qu'il faut livrer aux contribuables qui pourraient être un peu effrayés par la mise en place de mesures écofiscales en disant « Moi, je paye déjà mes taxes foncières, ma taxe sur l'eau, ma taxe sur l'enlèvement des ordures, ma taxe scolaire aussi à tous les ans. » Et il serait légitime de se dire qu'il ne veut pas être taxé davantage, mais il y aurait peut-être une différence. C'est là l'enjeu de l'acceptabilité sociale. Hein? Oui, tout à fait. Mais tu sais, il y a des taxes de déchets dans beaucoup de municipalités, mais ils ne sont pas basés sur la quantité de déchets que les gens amènent au C'est universel. C'est universel. Si moi, je paye 200 peu importe que j'aie 10 sacs ou 3 sacs, c'est pas de l'écofiscalité, ça. Ça ne modifie pas le comportement. Même chose pour l'eau. Même chose pour l'eau. Il n'y a pas très peu de compteurs. C'est ça. Donc, il faut changer. Il faut arriver que le camion arrive et dit il va peser la quantité de déchets ou ça va être la quantité de bacs, peu importe, ou ça va être des sacs. Il y a des villes qui ont fait des tests avec des sacs de couleurs différentes. C'est comme ça qu'on va pouvoir changer le comportement. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, les municipalités sont souvent contraintes de vendre au prix coûtant. C'est-à-dire combien ça me coûte de collecter les déchets puis de les lancer dans le trou. Il n'y a pas de taxe environnementale là-dessus. Mettre un déchet, faire de l'enfouissement, ça a un impact environnemental. Donc, c'est pas juste qu'au prix coûtant. C'est au prix coûtant plus l'impact environnemental. Pour l'avenir, oui, et le profit généré, si on veut, par la taxation de l'impact environnemental peut venir baisser la charge fiscale qui est attribuée aux autres services. Donc, vraiment, dans l'eau, dans la gestion des matières résiduelles, les municipalités sont pris avec combien ça me coûte, j'ai combien de portes, il faut une division, puis voilà la tarification. Alors qu'en réalité, c'est combien ça me coûte, quelle est la charge environnementale, qu'est-ce que je veux rajouter par-dessus. Puis oui, collecter les déchets, ça coûte cher, puis on charge encore plus cher que ce que ça coûte, mais on baisse ses impôts généraux par ailleurs. J'ai envie de faire le pont avec un atelier qui a eu lieu hier et qui disait, le thème, c'était comment passer à l'action sans payer le prix politique. J'imagine que c'est exactement le genre de mesures pour lesquelles ça peut être très tentant pour les villes de passer à l'action, justement, mais en craignant peut-être la réaction que ça pourrait susciter. Peut-être pas pour les grands contributeurs, mais les trucs qui vont chercher directement, appelons ça le portefeuille du contribuable, c'est peut-être un peu moins tentant. Politiquement? Bien, c'est sûr que la demande populaire n'est pas nécessairement là. En même temps, le rôle des municipalités là-dedans, parce que dans les exemples que moi je présentais, je dis toujours que c'est un discours entre les politiciens et les experts. Les experts sont unanimes, ils disent que c'est beau, puis que c'est bon, puis que ça n'en prend. Il y a des élus que ça ne les intéresse pas. Il y a des élus que ça les intéresse. Après, il y a la population. Les élus ont un rôle là-dedans, peut-être d'éducation, puis peut-être que nous aussi, on a ce rôle-là, en quelque part, d'éducation, d'arriver à convaincre les gens qu'au final, quand on paie une écofiscalité, on paie globalement moins d'impôts pour les mêmes services que si on paye sur nos valeurs foncières, nos revenus ou notre consommation, parce que c'est des impôts qui non seulement génèrent les recettes nécessaires, mais en plus ont un impact sur la diminution des coûts. Bien oui. Donc, au final, ça augmente le bien-être de la population, mais les gens ne sont pas conscients parce qu'ils disent « Oui, mais je paye déjà. » Puis
quand on dit, c'est pas grave, on va vous le remettre sur vos impôts sur le revenu, il dit, je vous crois pas. Donc, on est vraiment pris dans un cercle vicieux un peu, puis il faut qu'il y ait de l'éducation. Il faut que nous, peut-être, on travaille là-dessus, puis il faut aussi que les élus travaillent auprès de leur population pour leur vendre un peu le concept de dire, au final, ça va nous coûter moins cher globalement, puis on va mieux financer. Il y a une stratégie à développer parce qu'effectivement, quand on fait ce genre de réforme-là, souvent, les gens vont dire ça, on ne vous croit pas. Il y a une relation de confiance entre l'élu et le citoyen qui est comme un peu, qui est pas là, qu'il faut construire. Et là, il faut le faire. Donc, il faut peut-être le faire d'une façon différente, dire d'abord, je vais d'abord baisser votre impôt au 1er janvier, puis les taxes vont arriver, les nouvelles taxes aux déchets vont arriver au 30 juillet. Et là, vous allez peut-être plus avoir une meilleure confiance en ça, là. Donc, c'est l'élément qu'il faut développer. Il y a quelque chose de révolutionnaire là-dedans, quand même, dans cette transformation des habitudes et des façons de penser la gestion municipale là-dedans? Absolument, mais il faut être convaincu pour être convaincant. Donc, il faut d'abord que les élus soient convaincus que ce soit la bonne décision à prendre. Puis il y a aussi toute la notion de consensus versus consentement. Il faut peut-être penser davantage en mode consentement. Donc, il n'y a personne qui dit non, c'est les seuils tolérables au lieu d'avoir un oui fort de tout le monde. Donc, puis il y a aussi la question de la participation. Il y a certains enjeux qui demandent une grande participation en amont, d'autres qui sont plus techniques, qui en demandent peut-être moins. Donc, je pense que ça dépend vraiment du prélèvement, de la taxe, de l'enjeu qui est visé. Mais je pense que les Québécois sont prêts pour ça. Les Québécois sont peut-être prêts, mais est-ce que les appareils municipaux sont prêts? Est-ce que vous sentez que, par exemple, dans la fonction publique municipale, il y a déjà un intérêt pour ça, pour ce genre de mesures? Avez-vous été consulté? Avez-vous... Il y a un intérêt grandissant, ça c'est sûr. On le voit avec les innovations qui sont adoptées, mais il y a encore du travail à faire pour que ces outils-là soient utilisés là, au bon escient et de manière plus large. Là. Mais il y a définitivement un intérêt de la part des administrateurs et des élus, ça c'est certain. Je ne sais pas si de votre côté... Bien, c'est sûr que, je le disais tantôt, il y a une grosse part de l'écofiscalité qui doit être pilotée par le gouvernement du Québec parce que c'est eux qui ont les leviers. Même juste changer la législation municipale pour leur permettre de vendre ou de charger plus cher la collecte des ordures, juste ça remonte tout le temps à la même place. Puis s'il n'y a pas de pilote dans l'avion en haut, c'est dur pour les élus municipaux. C'est pour ça que je dis que la force qu'ils ont présentement, c'est de mettre de la pression là où il faut mettre de la pression, parce que je dirais que l'appétit pour l'écofiscalité de la part du gouvernement du Québec, pour l'instant, il est très petit. À cause, peut-être parce qu'on craint les réactions face à ça, ou on ne veut pas s'embarquer là-dedans, c'est trop méconnu, trop lourd? Bien, il y a aussi le dessin de la carte électorale. Là. Donc, ceux qui sont les plus susceptibles de voir leur fiscalité changer par une éco-fiscalité sont peut-être ceux qui ont mis le gouvernement en place aussi. Donc, ça, c'est peut-être une partie du problème aussi. Et puis, le gouvernement du Québec s'est fait élire en promettant de ne pas augmenter les impôts ni les taxes. C'est ça, et là, si tu mets de l'éco-fiscalité, tu dis, mais j'augmente. Là, nous, on dit non, tu n'augmentes pas si tu baisses d'autres choses, mais ils ont peur que ça ne soit pas compris. C'est un beau défi. Luc, j'avais dit qu'on viendrait sur la question des caractéristiques d'une mesure éco-fiscale efficace. Bien, Fanny en a parlé un peu, Jean-Philippe aussi, mais dans le fond, il faut que ça vise le polluant. T'sais, si tu veux l'éco-fiscalité, il faut que ça vise la bonne chose, le comportement polluant. Il faut que ça soit le plus large possible avec le moins d'exceptions. Si vous essayez de mettre des exceptions à tous les éléments, c'est pas la bonne chose à faire. Je reviens juste à la question de taxer le comportement du polluant. Pour ça, il faut avoir des mesures très précises. Hein, pour que ce soit crédible de dire on taxe tel comportement, il faut être capable de le mesurer. Moi, j'en reviens tout le temps avec l'exemple des déchets. Si c'est la quantité qui est amenée au chemin, bien, ou la taxe... le nombre de kilomètres. Ou le nombre de kilomètres, c'est précis. Les gens vont le comprendre, puis les gens vont dire, mais vous pouvez changer votre comportement. Fait que vous n'êtes pas... On dit la nouvelle taxe, ça va vous coûter tant. Elle va vous coûter tant en comportement constant. Mais si vous modifiez votre comportement, elle va vous coûter moins cher et vous allez profiter de la baisse d'impôts fonciers que vous allez avoir eu par ailleurs. Donc, vous pouvez être gagnant. Il y a beaucoup d'enjeux. On se rend compte que c'est des mesures qui sont relativement nouvelles. Je pense que ça apporte un éclairage franchement intéressant pour les gens qui nous écoutent. Comme on a pu le voir, l'écofiscalité, c'est une forme assez particulière d'imposition. Au lieu de l'assiette foncière traditionnellement basée sur les immeubles, on se retrouve avec une assiette qui est constituée de polluants et qui repose donc sur le principe du pollueur-payeur, comme on le mentionnait. L'objectif est double, je vous le rappelle, c'est d'une part réduire ou limiter la pollution et également de prélever des recettes
pour financer les dépenses gouvernementales. On le disait aussi, ça prend des mesures qui sont facilement mesurables, dont la provenance est identifiable au comportement d'un contribuable. Je voudrais remercier nos panélistes d'avoir si habilement et si succinctement, je dirais, c'était le défi de synthèse des informations disponibles. Merci d'avoir apporté vos lumières sur ce sujet. On a vu beaucoup de municipalités font peut-être déjà de l'écofiscalité sans trop savoir que c'est comme ça que ça s'appelle et que ça peut ouvrir la porte à plein d'autres mesures en la matière. J'ai envie de poser la question aux gens qui nous écoutent et qui représentent les différentes municipalités. Réfléchissez peut-être sur quelle pourrait être la prochaine ou la première mesure d'écofiscalité que vous pourriez mettre en place dans vos municipalités et dans vos villes respectives. J'ai l'impression qu'on va voir ce sujet-là rebondir dans d'autres ateliers au cours des futures éditions des assises ou dans d'autres forums d'échange municipal. Je vous remercie, toutes les personnes qui êtes des nôtres pour assister. J'espère que cet atelier vous a plu, qui vous a donné les informations de base concernant ce qu'est l'écofiscalité, mais qui vous permet aussi d'alimenter votre propre réflexion. Luc, Fanny, Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère que vos idées vont faire du chemin et que le téléphone va se mettre à sonner pour des gens qui pourraient être intéressés par en apprendre davantage là-dessus. Et merci à vous tous à la maison.